de commencer la table ronde, j'aimerais remercier Hugues de s'intéresser aux gros, sachant qu'à l'heure actuelle, nos données de santé en tant que gros, je ne sais pas si je suis gros, mais en tout cas, je suis un tout petit peu en rabais. Ce qui m'intéresse plus, c'est de savoir éventuellement le nombre de bouteilles qu'on va pouvoir boire ensemble, Hugues, plutôt que de savoir si éventuellement j'ai du cholestérol. On va passer justement à une question qui est, et cette question est justement, la façon de la présenter est une question pas morale, c'est-à-dire qu'au sens de la morale en tant que telle, est-ce que le fait de pouvoir affirmer que, en tant que médecin, je trouve que le terrorisme sanitaire qu'on met autour de la surveillance des données de santé des patients est quelque chose qui commence à sérieusement me fâcher, et qui fait que j'ai peut-être une devise un peu amusante, mais c'est un peu de cholestérol et de gamma-GT valent mieux que du Prozac toute l'année, n'en déplaise à mes collègues de chez Lilly. Je pense que fondamentalement, il faut se poser les vraies questions. Et les vraies questions, c'est que la façon dont on juge à l'heure actuelle les différentes personnes, les différents acteurs et les interactions entre eux est quelque chose qui doit peut-être évoluer. C'est pour ça que je trouve que c'est extrêmement intéressant d'avoir ce débat sur nouvelle morale publique et privée. Déjà, le fait de poser ce terme de nouvelle morale publique et privée est intéressant parce que dans le contexte français, dans la mentalité française, la morale publique est toujours une morale absolument au-dessus de tout soupçon. Vous n'avez d'ailleurs pas de conflit, il n'y a pas d'abus de biens publics. Enfin, ça se saurait. On ne ferait pas des lois d'ailleurs contre ceux qui éventuellement abusent des biens publics. Ça n'existe pas. Par contre, les abus de biens publics, on arrive à véritablement quelque chose qui est une espèce de contraction et d'antisens entre le terme de morale, le terme de public et le terme de privé. La morale ne s'applique qu'au privé, elle ne s'applique jamais au public, qui est par nature vertueux. Et les grandes questions qu'on peut se poser par rapport à ça, c'est justement est-ce que maintenant qu'on a des outils qui sont des outils de santé connectée, est-ce que ces règles morales qui créent une interaction entre les acteurs, qui sont entre les malades, les médecins, les paramédicaux, les institutionnels, les assureurs et d'autres acteurs encore, et ceux qu'on n'a pas encore identifiés, comment va-t-on faire en sorte pour que on puisse adapter ces codes moraux, on puisse adapter cette réglementation à quelque chose qui est totalement nouveau, quelque chose qui vient impacter les usages, qui vient créer des données. Et je crois que c'est vraiment l'un des sujets les plus importants à traiter en ce moment. Alors je voudrais passer tout de suite la parole à Francis. Francis, la notion de cadre éthique en ce qui concerne la santé connectée, est-ce qu'on peut poser la question comme ça? Est-ce que la santé connectée change le cadre éthique, va bouleverser un certain nombre de valeurs, va créer de nouveaux rapports? Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'il faudra faire autour de ça? Oui, j'aurais première tendance, il fallait une réponse rapide de dire que non, parce que finalement le téléphone n'a pas changé notre cadre éthique. Évidemment, si on regarde les impacts, c'est plus compliqué. Bon, d'abord, effectivement, moi j'utilise jamais le mot de morale, parce que c'est très dépendant d'un certain nombre de sociétés. On peut parler d'intérêt général, on peut parler aussi d'éthique, au sens, l'éthique, pour moi, c'est la réflexion de l'impact de ce qu'on est en train de faire sur le futur de notre humanité. Et effectivement, il faut se poser des questions, puisque ce n'est pas tant la santé connectée, c'est le mouvement général qui a été décrit ce matin, dont la santé connectée n'est qu'un des éléments. On a parlé des données, c'en est un deuxième élément. Et c'est tout ça qui va poser des questions d'éthique, assurément. Alors peut-être pas dans les dimensions où quand on a envie de se faire peur, on le dit, mais qui pose de réelles questions. Moi, ce qui m'a frappé aussi, c'est un terme, on a un danger, à chaque fois qu'on a une rupture, que j'appelle pas ça une disruption, une rupture, j'appelle même ça une métamorphose de société qu'on est en train de faire, on oublie un certain nombre de nos valeurs, en fait. On parle, par exemple, j'ai pas entendu parler depuis ce matin de progrès. C'est pourtant important, le progrès. Ça donne, disons, un sens au projet humain. Et le problème qu'on a à traiter, c'est effectivement, on a un passé qui se transforme, mais il faut en respecter l'héritage et l'enracinement. Et on a un avenir qui est en train de nous arriver avec un tas d'opportunités. Il faut regarder comment, dans tout ça, on peut continuer d'avancer, de progresser, en respectant un certain nombre d'éléments. Alors, je ne dirais pas tellement l'intérêt général, parce que j'aime bien Père Levade, qui a une définition de l'intérêt général. Il dit l'intérêt général, c'est l'intérêt des classes dominantes qui prend suffisamment en compte l'intérêt des classes moins dominantes pour être acceptable pour tout le monde. C'est Père Levade, et je trouve que c'est assez intéressant. Alors, on va se poser effectivement beaucoup de questions. La première question, qui est au centre dans un amphi où vous êtes presque tous médecins,
On est quelques-uns à ne pas l'être là, c'est étonnant d'ailleurs. La question qui peut se poser, moi qui est profonde, c'est celui qu'on a appelé du colloque singulier, qui est un mot peut-être que des gens voudraient ringardiser. Ringardiser pourquoi ? Parce que justement c'est le fond de la racine et de l'évolution de la transmission. Et ce colloque singulier, eh bien, c'est pour faire de la médecine, et ceux qui ont rencontré des médecins qui pratiquent encore dans les campagnes, ou enfin des médecins ou des médecins de ville, de médecine générale, savent que, et ça a été dit tout à l'heure par notre orateur, savent que finalement 50% des gens viennent pas là pour se faire soigner, viennent là pour parler, et de parler et d'avoir un interlocuteur, c'est déjà la résolution d'une partie de leurs problèmes. Alors bien sûr, il y a des choses plus... Mais certains médecins disent le nombre de cas où vraiment on va utiliser notre savoir-faire médical n'est pas si important que ça. Ah, ça nous amène à comprendre quelque chose. Un autre côté qui me frappe, c'est qu'il y a beaucoup de débats de temps en temps pour savoir si tel type de médicament est bien, pas bien, etc. Et on parle de cet fameux effet placebo. Et quand on parle de l'effet placebo, c'est presque finalement quelque chose de pas clair, etc. Et tout. Alors que l'effet placebo, c'est peut-être ce miracle qui fait que des gens sans médicament, en pensant en avoir un, se guérissent. Ça pourrait aussi nous pousser à comprendre que l'humain, ce n'est pas tout simplement une série de manifestations sur lesquelles il faut répondre. C'est effectivement quelque chose de plus complet. Donc oui, parce qu'il y a d'autres choses intéressantes à dire à côté, je pense qu'il faut réfléchir à ce cadre éthique. Alors un cadre, c'est pas fait pour faire des régulations, des règlements, parce que si on les fait avant d'avoir compris ce qui se passe, on tape souvent très à côté. Par contre, à ce moment-là, il faut remonter au niveau des valeurs. Et si on aborde les problèmes avec ce niveau des valeurs, quel est le rapport entre un médecin et son patient ? Comment est-ce que tous ces outils, ces aides, ces données, cette intelligence artificielle, qui n'est pas aussi avancée qu'on veut bien le dire, voir Watson en ce moment, les articles scientifiques là-dessus, mais par contre, c'est des outils qui peuvent être, Watson par exemple, fantastiques pour aider un médecin ou un groupe de médecins à faire son diagnostic. Donc là, on a une possibilité que j'appelle, et je conclurai là-dessus, qu'il faut, non pas, le transhumanisme est fait et soutenu, qui est une bonne question, parce que c'est des questions comment on utilise la technologie, etc. Mais la promotion du transhumanisme est faite par des gens qui n'aiment pas les humains. Et ça nous pose un problème. Non pas qu'ils ne posent pas de bonnes questions. Qui se pose la question de l'éternité, à part ceux qui adorent le pouvoir et qui voudraient avoir le pouvoir de vivre éternellement, alors qu'on peut vivre éternellement d'autres façons. Donc, il faut effectivement combattre ces gens qui veulent nous dominer en nous imposant des choses qui scientifiquement ne sont pas avérées. Quand on dit qu'un ordinateur, bientôt, ça fait longtemps qu'on dit bientôt d'ailleurs, bientôt il va y avoir un ordinateur plus intelligent que l'humain, c'est une hérésie scientifique, on n'a pas défini ce qu'était l'intelligence. Bien sûr, elle peut calculer. Si l'intelligence est calculée, ça c'est déjà fait depuis longtemps. Donc il faut travailler clairement à dire cette évolution-là, elle peut être fantastique à condition qu'on en fasse un élément de coévolution entre l'humain et les technologies. Et ça s'applique à tout, et bien sûr à la médecine, parce que la médecine, le cœur, c'est l'humain. Merci beaucoup pour ce développement. C'est amusant parce que ce que vous disiez sur le transhumanisme, je pensais des végans, moi, mais c'était juste comme ça, au passage. En ce qui concerne l'usage des données de santé, Vincent, on reste sur quelque chose... Qu'est-ce qu'on va faire de tout ça ? Parce qu'on est au cœur d'un fantasme, on est même au cœur d'une espèce de production de fantasmagorique extraordinaire. Et comme l'a dit Uwe, comme l'ont dit un certain nombre de personnes ce matin, comme on l'a pu le dire dans d'autres colloques, je pense au CHAM il y a encore 15 jours, on est quand même sur quelque chose sur lequel... on peut faire des corrélations entre tout et n'importe quoi. On est quand même dans quelque chose qui, à mon sens, est peut-être un peu boursouflé d'orgueil et de fascination pour une réalité qui n'est pas à la hauteur. Peut-être pas, effectivement. Je voulais qu'on reprenne l'exemple qu'a proposé Uwe des histoires des 5000 pas. Il a appris quelqu'un d'entre vous en disant « Est-ce que ça te dérangerait qu'on sache combien de pas tu fais ?» La réponse, évidemment, est non. OK. Maintenant, on va prendre l'exemple de Generali, justement. Qu'est-ce que fait Generali ? Il propose des primes aux personnes qui se conduisent, entre guillemets, bien. C'est-à-dire qui s'occupent de leur santé. Par exemple, de faire 5000 pas par jour. Imaginons que demain, que Generali dise, vous faites 5000 par jour, vous faites 5000 pas, vous aurez donc une forme de remise sur votre assurance. Si demain, 80% des personnes font ces 5000 pas, ça revient à faire payer plus cher les 20%. Donc la remise, en réalité,
font pas dans l'expression, c'est du foutage de gueule, c'est pas vrai. Économiquement, c'est la même chose de faire payer moins les uns ou plus les autres, ça revient au même. Donc cette histoire de 5000 pas, ce n'est pas complètement neutre de savoir si on peut avoir 5000 pas. Ça encore, on est dans le domaine d'une personne qui est bien portante. Prenons maintenant les diabétiques. On sait qu'aujourd'hui, la première cause d'amputation dans les pays développés, c'est le diabète. Donc l'une des possibilités pour éviter cette amputation, je pense, c'est de marcher. Si demain, une fédération propose, ou une assurance privée propose à un patient diabétique d'avoir un objet connecté pour mesurer le nombre de pas qu'il fait, on va dire, de façon positive et vertueuse, ça va l'encourager, effectivement, à bien marcher. Supposons maintenant que cette personne-là ne fasse pas les 5000 pas. Qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? Est-ce qu'on accepte qu'individuellement, il ne corresponde pas à l'attente des médecins ou de la société, auquel cas il est libre, même si ça coûte plus cher, ou est-ce qu'on va éventuellement le punir pour ça? Ces questions-là, elles se posent dès aujourd'hui. Et donc, contrairement à ce que peut dire Rouvet, moi, cette histoire de 5000 pas, pour moi, n'est pas anodine. Ça revient à la question fondamentale, et non pas quelles sont les données, mais quel usage on fait des données. Et tant qu'on ne se pose pas cette question-là, on est complètement autour. Alors, c'est vrai qu'en France, on est spécialisé dans des faux débats, du type, est-ce qu'on va aller jusqu'au bout? Là où je rejoins Rouvet, c'est que je pense qu'effectivement, que tout cet équilibre possible sera fait de toute façon. Deuxième faux débat, est-ce que les données vont être sécurisées? La réponse est oui, mais jamais à 100%. On a vu récemment un hôpital, je crois que c'est en Grande-Bretagne, qui s'est fait pirater ses données. Donc on sait qu'on n'arrivera jamais au 100%. La question donc n'est pas de la sécurisation, n'est pas de la technicité ou pas, c'est même pas qu'est-ce que nous on peut faire en France, parce qu'on sait bien que ces questions-là, elles sont aujourd'hui au minimum supranationales. C'est pas en France qu'on va décider d'utilisation des données quand on sait que tout est à peu près mondial. La vraie question, c'est quelles données, pour quel usage? Et ces questions-là, je ne crois pas qu'on puisse les évacuer en disant, au fond, mes données, si ça fait du bien à tout le monde, je les partage. Ça dépend dans quel but. Ça dépend de ce qu'on nous explique, ça dépend de ce qu'on en fait. Merci beaucoup de ce développement. Je crois qu'on y reviendra vraiment parce qu'il y a des choses qui sont tout à fait essentielles. Il y a un troisième sujet que j'aimerais aborder avec Bernard. C'est, je peux déjà presque... On a presque la réponse d'ailleurs dans la question telle qu'elle est formulée, c'est la réglementation est-elle adaptée à la révolution numérique en santé? Quand on voit que dans le PLFSS 2018, vous avez un article 36 sur la téléconsultation et qu'on commence déjà à mettre des freins et des barrières à peu près partout, je pense qu'elle n'est pas en tout cas adaptée au fait qu'on a envie de rentrer dans la révolution numérique. Mais vous, qu'est-ce que vous en pensez par rapport à cette réglementation qui est quand même au cœur de la mission de l'administration, particulièrement de l'administration française? Est-ce que cette réglementation permet, en fin de compte, cette révolution numérique ou pas? Je ne sais pas pourquoi on me pose cette question à moi. Ça, c'est déjà une question, ça, c'est un premier élément de réponse. Je vais m'expliquer. Je passe ma vie entre mon domicile qui est dans les Pyrénées et mon travail qui est à Bordeaux, à rouler à 135 à l'heure sur l'autoroute, à 95 à l'heure dans la campagne et à 53 à l'heure en ville, avec un équipement électronique qui m'indique la place des gendarmes afin que, justement, à ce moment-là, je ralentisse au cas où ils se tromperaient. En fait, c'est ça, cette question sur la réglementation, on peut essayer d'y répondre de deux manières. La première manière, c'est que la réglementation ne suit pas la dynamique du progrès. Alors, si on regarde un petit peu la dynamique du progrès, on a eu une très belle courbe qui a été présentée tout à l'heure avec, on est ici un petit homme et puis le tsunami des technologies comme le concept est maintenant adopté, ce tsunami qui va nous arriver, qu'on nous promet, etc., etc. D'ailleurs, à ce propos, ma fille hier me disait, papa, tu m'avais dit il y a 16 ans que les caissières des supermarchés disparaîtraient. Et elles sont toujours là. Donc, le tsunami technologique, il faut savoir de quoi on parle exactement. Mais face à ce tsunami technologique, on a à cette logique de l'exponentiel, on a des logiques qui sont différentes au niveau social, au niveau individuel et au niveau réglementaire. L'acceptation des technologies met du temps, ça prend du temps. Ça prend du temps de cerveau, ça prend du temps d'interrelation, ça prend du temps d'apprentissage, mais ça prend également du temps culturel. Imaginez un petit peu cette latence avec un cerveau d'un juge qui invente une réglementation qu'il faut ensuite placer, qu'il faut ensuite essayer
de donner à un législateur qui doit s'en saisir pour essayer de faire évoluer une réglementation. Les réglementations sont toujours en retard. Elles sont toujours en retard. Et face à des problématiques qui sont des problématiques, parce que, comme tu disais tout à l'heure, la problématique de la santé n'est qu'un exemple des problématiques générales. La défense, c'est la même chose. La sécurité contre le terrorisme, c'est la même chose. La sécurité, le transport pour l'alimentation, c'est la même chose, etc., etc. On a des phénomènes qui sont des phénomènes largement impactés par les technologies et les réglementations n'ont pas le temps de se mettre en place. Et pourtant, elles se mettent en place. Elles se mettent en place et donc elles travaillent sur du passé. Alors, ce que me disait un de mes collègues du service de santé des armées tout à l'heure, il disait, moi, de toute façon, je peux te dire que mes internes, ils utilisent leur iPhone de manière non sécurisée pour téléphoner à leurs copains, leur envoyer l'image afin d'avoir le résumé. Et or ça, c'est en dehors des critères de sécurité, etc., etc. Pourtant, ça se fait. Ce qui veut dire que, je pense, que de toute façon, quoi que l'on fasse, les gens auront des usages qui seront en amont des réglementations. Alors, là, cette réglementation, on peut la regarder d'une deuxième manière. Bon, vous connaissez tous l'aventure de l'EUD, des ludistes, etc., des gens qui empêchent que le progrès technologique se développe, les casseurs de machines, etc., pour essayer de revenir à une décroissance à l'époque où, paraît-il, on était bien. Il y a un auteur qui s'appelle Nicolas Agar, qui a écrit un livre qui s'appelle Liberal Eugenics, qui est un petit peu sur le transhumanisme, mais pas que. Et lui pose le problème, la morale, oui, mais en fait, l'important, c'est peut-être l'image de la morale. L'image que l'on accepte de la morale et l'image que l'on veut donner de soi par rapport à la morale. Et il détermine au moins 4 types d'images de la morale. La première, c'est la thérapie, l'image thérapie, l'image pour la santé. Ce dont on a entendu parler tout à l'heure, il faut donner plus d'argent ou moins cotiser pour les gens qui participent à leur traitement, etc., etc. Une deuxième morale qui est incompatible avec celle-ci, c'est la morale pour la nature. Peu importe que les gens soient malades, il faut sauver la terre. Il faut sauver les animaux, il faut sauver l'écosystème, etc., etc. La troisième morale, complètement incompatible avec les deux autres, c'est la morale de la nurture, de la culture. Il faut que ce soit l'humanité. Les transhumanistes sont là-dedans, etc. Il faut que ce soit l'humanité qui évolue, etc. Donc, au contraire, les malades qui meurent, tant mieux, puisque ça participe à l'évolution darwinienne. Et vous avez une troisième morale qui est celle du futur et de l'investissement financier avec la compétition internationale. Et là, on est en train de voir comment les pays changent, diffèrent dans leur réglementation et comment des choses qui sont aujourd'hui amorales en France sont tout à fait morales en Espagne. Ça a été le cas pour des grandes questions qui sont en train d'être réglées en ce moment, mais également les manipulations génétiques qui sont tout à fait autorisées, voire promues en Chine, l'intelligence artificielle pour la défense, donc pour tuer les gens, dont le président Poutine, le 26 septembre ou le 27 septembre dernier, disait « celui qui maîtrisera ce type d'intelligence artificielle sera le maître du monde », etc., etc. Donc on a ces morales qui s'entremêlent et qui s'excluent les unes les autres. Il ne faut pas penser que la problématique de la médecine, de la donnée médicale, qui s'inscrit dans la morale de la thérapie, peut faire l'économie des autres. Alors, moi, je n'ai pas de position personnelle par rapport à ça. Je dis simplement qu'il y a un problème, qu'il y a des gens qui, juste à côté de cet amphi, pensent de manière différente, qui considèrent que la réglementation est un frein, par exemple, pour faire de l'argent dans les start-up, et que c'est donc un problème économique, sociétal, etc., etc. Et ce système est tellement complexe qu'on ne peut pas le traiter par un petit bout de la lorgnette. Le problème de la donnée médicale ne me semble pas pouvoir être circonscrit à un problème d'informaticien et de médecin. Ça dépasse largement
tout le domaine qui est celui de when doctors meet hackers. Alors, je suis un peu d'accord avec vous, et pourtant, on est dans un pays qui a un génie particulier quand même sur le plan de la réglementation et du réglementaire, parce qu'on est quand même capable d'avoir des prospectivistes de la réglementation, quand même, en France. Si je prends l'exemple de la loi de modernisation du système de santé et l'article 47 sur l'accès aux données de santé, si vous voulez, c'est assez génial de s'entendre dire qu'on a réussi à faire un guichet, un portail unique d'entrée et d'accès au niveau des données de santé. C'est comme ça que le législateur le disait. On a simplement fait un mur tout autour du labyrinthe dans lequel il fallait rentrer, avec une porte unique sur laquelle on a mis 2 cerbères. Parce qu'en fin de compte, l'article 47 de la loi de modernisation de santé complexifie l'accès aux données de santé plutôt qu'il ne le simplifie. Et le problème de notre pays, ça revient un peu à ce que vous disiez, Bernard, c'est demain, si on continue à avoir des logiques réglementaires qui sont des logiques d'enfermement et de prospective sur le risque éventuel, très très certainement lié aussi à l'application du principe de précaution qui a été élégamment mis dans notre Constitution. Ça, je dois reconnaître que ça, c'est quelque chose il fallait le faire. Je crois qu'on a un vrai problème quand même par rapport au pays. Alors, moi, je pense Francis, et puis ensuite sur Vincent. ce sujet-là, il faut faire un pas de côté et élargir un peu le regard. C'est vrai que très souvent, derrière tout obstacle réglementaire, il y a un lobby et une niche. C'est-à-dire que les choses n'arrivent jamais comme ça tout seul. Donc, et parfois ça a du bon, parfois ça a du mauvais. Je pense qu'on ne peut pas tout réglementer en avance, mais c'est vrai qu'il faut aussi faire des règlements. Le règlement européen, c'est quand même, il faut empêcher le banditisme. Bon, ça existe le banditisme, donc il faut l'empêcher en matière de données. Ça veut dire qu'il y a aussi un point très important, très intéressant, c'est tout ce qui est impact, étude d'impact, c'est-à-dire réfléchir à ce que l'on fait sur un impact sur un certain nombre de valeurs, les données personnelles, etc. Je pense que ça progresse. C'est-à-dire que le problème que l'on a, ce n'est pas tellement l'usage des données au sens... Si on en fait un usage bienveillant qui consiste à aider, effectivement, ça ne pose pas de problème à personne, comme il veut la montrer par ces quelques interrogations. Par contre, si on commence à vouloir en faire un usage, on va en profiter pour faire payer plus ou faire payer moins. D'ailleurs, ça se retournera parce que le propre de notre système, c'est que de plus en plus de gens ont accès à l'information. Donc, au bout d'un moment, ceux qui ont une conduite parfaite, qui n'ont aucune maladie, vont demander à payer encore beaucoup moins que ce qu'on leur propose. Ils iront voir si ailleurs on ne fait pas mieux. Donc, derrière tout ce principe-là, il y a la disparition de quelque chose qu'on appelle la solidarité, qui est un principe relativement simple. Et effectivement, si je veux si je donne plus que les autres dans un pays, je veux devenir autonome. La Slovénie nous a fait le coup il y a 18 ans, ça fait 15 ans de guerre en Europe quand même. Donc il faut faire attention quand on agite des choses de ce type-là, alors que si on concentre l'usage des données vers le progrès, au sens où on peut mieux comprendre, mieux guérir, etc. Je pense que personne ne nous parlera des problèmes de sensibilité des données, privées, pas privées, etc. Il n'y aura aucun problème. Donc au bout d'un moment, il faut regarder le vrai problème plutôt que cette chose autour des données sur lequel, effectivement, il va y avoir beaucoup de lobby pour faire que la loi fasse ci, fasse pas ça, etc. Et quant à l'innovation, c'est évident qu'il faut donner des moyens d'expérimenter. Il faut donner ces moyens-là, avec un peu d'encadrement. Je crois que vraiment on peut y arriver, on peut apprendre ça. Vincent. Justement, c'est marrant parce que moi, justement, c'est le mot encadrement, encadré que je voulais utiliser. Si effectivement on prend le réglementaire, pour ce qu'il est aujourd'hui, forcément, lorsqu'on arrive trop tard, on ne peut que limiter et interdire. Moi, je pense qu'effectivement, le réglementaire doit plutôt permettre d'encadrer. Et d'ailleurs, lorsque je travaille avec l'industrie pharmaceutique, souvent, on sait le poids du réglementaire de l'industrie pharmaceutique. Parfois, on demande au réglementaire avant même d'avoir commencé à avancer. Et moi, souvent, je dis le réglementaire, ça devrait être comme un parc à jouer pour un bébé. C'est-à-dire que c'est un espace qui est clos, mais dans lequel on a une liberté. C'est la sécurité avec la liberté. Voilà comment je pense qu'il faut considérer le réglementaire. C'est là où je rejoins effectivement l'idée d'encadrer. Maintenant, un petit moment sur l'histoire des données. Moi, je suis très frappé du paradoxe français qui fait que chacun d'entre nous dit « mes données, c'est moi, ça m'appartient ». Je rappelle d'ailleurs que en France, il y a l'inviolabilité du corps humain. On ne peut pas prélever un morceau de peau d'une personne au nom de l'inviolabilité. On peut la condamner si elle ne le fait pas, mais on ne peut pas l'imposer. Même la justice ne peut pas l'imposer. Donc il y a un côté « mon corps m'appartient »
Et ce même Français va donner ou mettre sur un de Google ou autre ses propres données de santé. Donc ça m'appartient, mais je les donne. Premier paradoxe. Et du côté des données de santé collectives, la CNAM, par exemple, je pourrais donner d'autres exemples, la CNAM les collecte, donc ça appartient à tout le monde, mais la CNAM dit non, c'est à moi. Je ne lui donne pas mes données. Vous allez demander à la CNAM de donner ses données, vous allez voir le foutoir que ça va être. Et donc, paradoxalement, en France, on est à la fois dans le trop et dans le pas assez, rarement dans le bon endroit. Et souvent pour des logiques complètement contradictoires, et c'est là que je vous rejoins, entre individuel et collectif. On est non, peut-être pas dans la morale, mais en tout cas dans le sociétal. Quelle société vous non? Ça revient à ce que je disais tout à l'heure, c'est une question de choix collectif que nous devons nous poser tous. Soit on se pose la question ensemble, et on décide de trouver... Je rejoins la notion d'intérêt général. L'intérêt général, ce n'est pas tout le monde. Ce n'est pas une somme d'intérêt particulier. C'est ce qui correspond au plus grand nombre. C'est ça, pour moi, qui me semble le plus important. Et dans cet espace-là, on sait qu'effectivement, là je rejoins Uwe, qu'il y aura des dérives, qu'il y aura des excès, mais qu'en termes d'intérêt général, ça bénéficiera au plus grand nombre. Et pour moi, c'est ça, ce que doit être une société d'aujourd'hui. Alors, on va passer maintenant aux questions avec la salle. J'imagine que vous en avez tous. Qui veut poser la première question ? Personne ? Le thème en postprandial était lourd. David. Ah, super, le bouton. J'ai une question un peu générale. J'ai l'impression qu'on vit quand même dans une... Je vais reprendre les exemples, mais dans une société un peu schizophrénique. D'un côté, on nous dit, attention, si vous roulez trop vite, bim, PV. D'un autre côté, je peux fumer dehors, je pourrais presque fumer ici et vous intoxiquer, et pas de problème. Comment finalement on... J'exagère, hein, mais surtout qu'il y a eu quelques lois, mais je pourrais le faire dehors avec quelqu'un qui balade tranquillement son enfant avec sa poussette. Hein. Comment on choisit entre incitation et répression, et finalement, est-ce que l'innovation ne permettra pas demain une certaine traçabilité, une certaine bienveillance et transparence sur les comportements pour inciter les gens à être plus dans l'incitation et peut-être moins dans cette répression? C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est est-ce qu'on fait quelque chose de vertueux? Est-ce qu'on tire tout le monde vers le haut? Ou est-ce qu'au contraire, est-ce qu'on fait du flicage? Mais ça aussi, c'est une question qui nous appartient à tous d'y répondre. Ça sera soit ce mouvement, on sera tous... Pardon? Et quel flicage? Parce que là, effectivement, pour le coup, ça sera grande liberté ou extrême flicage. Et cette notion, ça va dépendre aussi de ce que nous, individuellement et collectivement, nous avons comme comportement, de décider de, justement, proposer ces données de façon positive ou de façon négative. Est-ce que je les donne pour payer moins d'une assurance privée, ou est-ce que je les donne, comme les IOV, pour bénéficier à l'ensemble du collectif? Eh ben, ça dépend de ce qu'on en fait. On a bien la même question. Est-ce qu'on peut rêver à la création d'une sorte de grande fondation mondiale des données de santé dans laquelle il y aurait une concaténation de l'intégralité des bases et destinée justement à des objectifs supérieurs de recherche, d'amélioration de la société et tout ça? Je pense que c'est possible si on crée la confiance. Le problème, ce qui empêche de le faire aujourd'hui, c'est la confiance. Donc il y a des médecins français qui passent leur temps à essayer de protéger ces données françaises du pillage, etc. Bon, parce qu'il n'y a pas la confiance. Et donc c'est bien ce problème de civilité, en fait. Parce que pourquoi tu ne fumes pas ici? Parce qu'il y a des civilités et qui fait que personne ne fume ici parce qu'on a considéré que c'était civil de bien se comporter, quoi. Et par rapport à cela, il y a un problème qui est peut-être, c'est le terme WDMH, là, When Dr. Smith Hackers, on dit que hacker, ça pas simplement la signification d'un super bon en informatique qui fait des choses. C'est les hackers, c'est les créatifs. Et c'est des créatifs que on ne peut pas, et d'ailleurs beaucoup s'y essaient, de se les mettre chez soi, etc. Un hacker, par définition, il s'enrégimente pas, on ne peut pas l'enrégimenter, il crée. Donc il faut aussi donner cette possibilité, avec les risques, parce que les hackers ne sont pas toujours compris. Parfois, ça donne justement de l'innovation et des créations magnifiques. Mais donc, il faut effectivement, après la civilité, je mettrai la bienveillance. On a un problème fondamental de bienveillance. Et du coup, on s'enflamme, on pose des questions, on se met aux extrêmes, alors que sur les données de santé, il y a une espèce de consensus pour que, non pas que je donne toutes mes données. Là, je ne suis pas d'accord avec Uwe, parce que si on se met à se rendre transparent, on n'a plus de personne, on n'a plus d'intérieur. Donc c'est hyper dangereux. Et en plus, quand j'entends dire « seuls ceux qui ont des choses à cacher ne veulent pas leur donner les données », c'est en général ceux qui ont des choses à cacher qui disent ça et qui demandent nos données, parce qu'ils nous cachent ce qu'ils en font, quand même. Donc il y a aussi un problème qui est très important, et au Conseil national du numérique, on avait travaillé un peu ce côté-là, qui est le concept de loyauté. Le monde est trop complexe
pour qu'on puisse... Alors la transparence, à mon avis, c'est une escroquerie. Mais le monde est trop complexe parce que la seule façon donc d'avoir confiance, c'est dit, celui qui est en face de moi est loyal, il va dire ce qu'il fait ce qu'il dit, et moi je vais être loyal. C'est la base de l'échange, sinon on le tue. Donc pour les données, pour l'évolution de... Si effectivement on commence à installer chez vous de l'e-santé, des moyens de surveiller ce que vous faites et qu'ensuite vos données fuient partout, pas forcément dans des mains bienveillantes, vous dites attention, je vais... Donc il y a ce problème de loyauté. Et en plus, ce qui est étonnant, c'est que dans le droit américain, ça existe bien. Si vous avez menti sur ce que vous avez dit, vous n'avez pas été loyal, vous pouvez, même si vous avez fait une peccadille... Donc, je pense qu'il faut travailler sur les valeurs, sinon on ne s'en sortira pas. Mais ça pose quand même... Enfin, c'est pas un peu angélique, ou c'est pas plutôt de l'angélisme, plutôt de dire les choses comme ça, de parler de bienveillance, de loyauté, de confiance, de transparence, de bienveillance. Moi, je veux bien. C'est comme ça qu'on arrive à vivre ensemble. Oui, sauf qu'on est dans une société qui, à l'heure actuelle, ne met pas au pinacle l'intégralité de ce code de valeurs, quand même. On ne peut pas considérer qu'on soit dans cette tournée comme ça. On est plutôt tourné vers des valeurs de repli sur soi-même, d'individualisme, de rupture de solidarité. L'ANI, c'est extraordinaire en termes de rupture de solidarité intergénérationnelle. Ça donne une surprotection, d'ailleurs, à une tranche de la population au détriment des jeunes et des seniors. On n'est pas dans un modèle qui soit un modèle, on va dire, vertueux sur le plan des valeurs publiques. Oui, je pense qu'il y a peut-être un mot que tu n'as pas prononcé alors qu'il transparaît dans ton discours, c'est le concept d'altérité. C'est-à-dire que la donnée m'appartient, elle appartient à l'autre à partir du moment où la donnée de l'autre m'appartient. Or, nous sommes dans un système qui court-circuite cette altérité. C'est-à-dire que ma donnée appartient à la société X ou Y qui l'utilise, qui... elle prend aussi la donnée de l'autre. Mon alter ego, c'est celui qui donne la donnée, alors que moi, je n'en reçois pas. Autrement dit, j'ai un tiers d'altérité. Ça ne peut pas fonctionner. L'altérité, c'est ce qui fait que lorsqu'on mange avec quelqu'un, il se passe quelque chose de plus que de l'alimentation. Lorsque on aime quelqu'un, il se passe quelque chose de plus que de la sexualité, etc., etc. C'est ce concept on oublie qu'on a affaire à des hommes et que ces hommes sont des êtres complexes et que par définition, quelque chose de complexe, c'est géré et c'est gestionnaire de co-émergence. C'est-à-dire qu'il y a plus dans deux hommes qu'il n'y a dans la somme des deux hommes. Et je parle d'hommes, de femmes, enfin hommes comme exemplaires de l'humanité. Je pense qu'il y a là, dans la gestion de la donnée, quelque chose qui consiste à penser qu'il s'agit d'une trace. Or, ce n'est pas vrai. C'est quelque chose qui fait partie, maintenant, le numérique, c'est le prolongement de l'individu. L'intelligence artificielle, ce n'est pas que des gens qui fabriquent des algorithmes dans des laboratoires un peu obscurs pour essayer de ne pas sortir et voir le jour. Non, c'est le morceau de cognition que déjà Homo sapiens sapiens dépose à l'extérieur pour lui permettre de penser mieux, de faire de l'augmentation. Donc la donnée, c'est la même chose. Cette donnée, si c'est quelque chose qui m'augmente, il n'y a pas de problème. C'est le problème de la confiance. Si c'est quelque chose que je donne sans retour ou qui risque d'être celui de l'élément de la sanction qu'on va m'attribuer, et je suis tout à fait d'accord avec toi lorsque tu dis que diminuer les primes de l'un, et que ça revient exactement à augmenter celle des autres. Relativement, c'est exactement la même chose. Donc là, on a, me semble-t-il, quelque chose à revoir sur la signification de la donnée comme étant quelque chose de l'ordre du prolongement de la vie des individus. Si on pouvait considérer la donnée comme étant quelque chose de ce statut-là, ça ne serait plus du big data, de la composante principale, de la statistique pour faire je ne sais pas combien de pas, etc. C'est absurde ça. Les mecs qui ont des grandes jambes, des petites jambes, etc. Attendez, c'est débile. On a, et puis ceux surtout qui ne veulent pas faire 10 000 pas. Moi, j'ai pas du tout envie de faire 10 000 pas. Je vais au ministère de la Santé, il y a marqué partout qu'il faut que je fasse des pas, alors que je me suis garé devant avec ma voiture. Je me suis égaré, je te laisse la parole. Je rajouterai un troisième mot, il y a confiance, altérité, je rajouterai le mot de pédagogie.
Et il me semble qu'avec ces 3 mots-là, on arriverait à quelque chose qui serait de l'ordre du bien commun. Je vais te citer un exemple, un sondage qui a été fait, ça devrait vous interpeller un peu tous. Je crois que c'était fait par Louis Harris pour CTLM, autour justement des données de santé, sur le numérique. Et on a demandé aux Français, qu'est-ce que vous en pensez? Pour les 3 quarts des Français, c'est une avancée en termes de suivi médical. Mais les mêmes Français disent 2 tiers qu'ils sont inquiets. Donc vous voyez, 3 quarts disent que c'est bien, les 2 tiers sont inquiets. Donc c'est pas exactement la même chose. Lorsqu'on vous demande, est-ce que vous seriez prêt à partager ces données? Là, ça devient intéressant. 90% disaient que leur médecin, ouais, pas de problème, je partage mes données. Pharmacien, 70% seulement. Il y a donc un tiers des Français qui disent, ah non, moi, le pharmacien, je veux pas. Mutuelle, moins de 50%. Entreprise privée, un quart seulement. C'est quand même extrêmement... C'est très soit on se dit, ça correspond au réel, de gentil, de méchant, de gentil docteur, de méchant Google, de je ne sais quoi. Soit on se dit, là, il y a peut-être effectivement une forme de pédagogie à faire, parce qu'on revient à la première question, qui est, quelles données pour en faire quoi et qu'est-ce qu'on en explique? Il est quand même, on peut comprendre qu'une personne, et là je vous rejoins tous les deux, la donnée m'appartient au sens de c'est moi. La personne est en droit de dire qu'est-ce que vous faites de tout ça. D'où la nécessité de pédagogie. Sinon, effectivement, on va être dans une boîte à fantasmes entre les ultralibéraux qui vont vous dire c'est bon pour vous, je vous dis, vous n'avez qu'à me croire, et les paranoïaques qui vont dire c'est pas vrai, c'est pour nous tuer, etc. Il faudrait qu'on sorte de cette logique-là. Et pour ça, il faut de la pédagogie, de la confiance et de l'altérité. Et autrement, il va naître un processus qu'on appelle le processus de dissimulation. Et on a des gens qui commencent à dire, moi, si je commande un certain nombre de livres sur Amazon, au bout d'un moment, je dis mince. D'abord, je vais recevoir toujours les mêmes pubs, etc. et tout, donc c'est fatigant. Et puis, je vais commencer à être catégorisé comme si. Donc, je me mets à m'intéresser à d'autres livres. Et pour les banques, les prêts en banque en ligne, etc., c'est effarant parce que si on a cette société de Big Brother, à ce moment-là, on va réagir. Et tout le monde va y perdre. C'est pour ça que ce n'est pas angélique de dire loyauté, etc. D'abord, ça peut être arbitrable la loyauté dans des tribunaux. Hein. Ce n'est pas une chose comme ça de gentil bisounours. Hein. Mais qu'en plus, c'est de l'intérêt général. Hein. C'est-à-dire qu'on va y gagner beaucoup, beaucoup plus. Hein. D'abord, on va gagner 1h30 de colloque, là, parce qu'on n'aura plus besoin d'en débattre. Hein. Mais on va y gagner beaucoup plus. Alors, question suivante. David, encore? Non? Une dernière question. Il y a une dernière question, une seule. Est-ce qu'il y a une dernière question? Non, si. Justement, je voudrais rebondir, Isabelle, bonjour, par rapport, on en approche, le droit à l'oubli, parce que concrètement, là, ce que vous êtes en train d'aborder, si on parle des méchants, on va parler, entre guillemets, les assurances, les banques quand même, sur les questionnaires santé, ce qui est imposé et les conséquences que ça peut avoir, la dissimulation, doit-on dire la vérité? Je crois qu'on a évolué là-dessus, mais la méfiance dont vous parlez, ça vient aussi concrètement ce à quoi on est confronté tous les jours avec ces questionnaires santé qui ont des incidences importantes sur la vie des patients. C'est d'autant plus vrai que le droit à l'oubli, dans la toile, n'existe pas, parce qu'effectivement, il reste une trace. Même quand vous voulez effacer des messages, il reste. Ce que vous dites est parfaitement exact. C'est exactement la limite de ce qu'on veut nous faire croire. Nous faire croire qu'on peut effacer des choses. Ben non, parce que ce qui était inscrit à un moment reste. Le droit d'oubli me paraît un exemple parfaitement pertinent d'un truc sur lequel il faut qu'on réfléchisse beaucoup avant d'en arriver là. Vous avez tout à fait raison. Alors, et après, on tombe sur des problèmes de droit, parce qu'il y a des cas très précis, l'art d'Espagne notamment. Et donc, effectivement, après, on a des zones de droit dans le monde qui ne sont pas cohérentes. Donc, il y a des négociations à haut niveau là-dessus. Et là, c'est typiquement la technique dit. Il y a toujours, la formation est toujours quelque part dans le monde, et même dans les têtes déjà. Donc on peut la réinitialiser, etc. Donc c'est plutôt des types de comportements. Et là encore, on peut trouver des éléments juridiques pour dire l'intention de nuire, etc. On peut trouver des règles de bon comportement, quoi, qui nous interdisent de dire quelqu'un qui est sorti de prison, qui a purgé sa peine, on va pas lui mettre une pancarte en disant lui est sorti de prison. On a ce genre de comportement possible. N'empêche que l'information existe qu'il a été en prison. Donc quelque part, là encore, c'est des règles de vie en société qu'il faut quelque part et pas tomber dans du juridisme, parce que le juridisme, on n'en finit plus. Mais c'est pas aussi simple que ça, parce qu'on n'a pas les mêmes cultures dans le monde. Pas les mêmes cultures, pas le même droit. Donc c'est pas simplissime. Eh bien, écoutez, on arrive à la fin de cette table ronde. Je voulais vraiment vous remercier. Je crois que